Elle est entrée dans ma vie avec mon mari qui a été diagnostiqué fin 2005 en tout cas. Il faisait des choses extrêmement bizarres qui m'inquiétaient et je ne trouvais pas d'explication, et jusqu'au moment où ce diagnostic en fait est arrivé, mais je l'avais deviné avant qu'il arrive. Et j'ai été paniquée, j'ai eu très peur, j'étais très malheureuse, je ne savais pas du tout quoi faire, quoi ne pas faire. Et c'était une période très difficile et ça a duré au moins 1 an et demi, pratiquement 2 ans. Eh bien, j'ai commencé à voir des choses qui se passaient, à les remarquer, à les empiler. Et par exemple, je me suis rendu compte qu'un jour, je lui ai crié dessus, vraiment très fort, et que le lendemain, il ne me reconnaissait plus. Et j'ai compris d'un seul coup que c'est impossible de faire des reproches à quelqu'un qui a cette maladie. Et c'est le premier principe auquel je me suis tenue depuis cette époque-là. Je n'ai plus jamais fait un seul reproche. Les malades, ils sont enfouis sous des tonnes et des tonnes de reproches, tous les jours, tous les jours. Et ceci les aggrave énormément. C'est un peu comme quand on joue à cache-cache. On est dans un univers qu'on ne comprend pas. Mais on sait que par là c'est plus chaud, par là c'est plus froid. Voyez. Donc si on sait que par là ça va être pire, eh bien moi personnellement le pire ne m'intéresse pas. Donc je vais de l'autre côté. Et ensuite, c'est de mettre en place des solutions pratiques, concrètes, physiques. Parce que le malade perd ses repères par rapport à son environnement. Donc il faut créer d'autres repères qu'il puisse comprendre. Voilà. C'est un petit peu ce qu'on peut faire pendant des années, de chaque fois réparer le quotidien quand il se déchire, voilà, par une solution pratique et concrète. Moi j'avais des assiettes à fleurs que j'utilisais tous les jours et je vois que mon mari, avec sa fourchette, il essaie d'attraper une fleur mauve et en fait dans son assiette il y avait aussi des betteraves qui étaient de la même couleur. Donc un malade va confondre très rapidement deux choses qui se ressemblent. Pour lui, elles se ressemblent, pour nous, elles ne se ressemblent pas. Et donc, si, quand il s'excite à attraper cette fleur avec sa fourchette, ce qu'il ne peut pas du tout attraper, bien sûr, je vais lui faire le reproche, ça va le mettre dans un état affreux, parce qu'il se dit « Oh là là, quelle horreur, je ne comprends plus rien ». Enfin bon, il peut se mettre dans un état abominable. Alors que sinon, le soir même, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis des assiettes blanches. Et avec les assiettes blanches, eh bien, il n'a plus jamais effectivement pu attraper aucune fleur sur le bord de l'assiette, il n'y en avait plus. Voilà. C'est ainsi qu'on trouve des solutions, mais dans tous les détails pratiques. Et tous les détails sont très importants. Il va confondre des choses qui se ressemblent par un élément que nous, on ne voit pas. Donc, il va confondre une porte et une autre porte. Et c'est là que ça devient vraiment grave dans les conséquences. Le jour où il confond la porte des toilettes et la porte d'entrée, qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la porte d'entrée et il cherche les toilettes. Et évidemment, il ne les trouve pas. Et il continue sa route. Il peut aller très loin, se perdre et lui arriver toutes sortes de choses épouvantables. Le premier livre s'appelle Le bonheur plus fort que l'oubli. Et dans ce livre, je raconte pas à pas comment je suis arrivée à comprendre et à décoder les comportements un par un dans les situations qui ont été toutes personnelles. Voilà, ce livre est vraiment mon parcours personnel. Dans le deuxième livre qui s'appelle Alzheimer, accompagner ceux qu'on aimait les autres, j'ai essayé de condenser un petit peu ce que j'avais compris pour en faire un manuel très pratique. Et ensuite, dans L'homme qui tartinait une éponge, je raconte énormément d'histoires et j'explique à la fin en italique qu'est-ce qu'on aurait pu faire éventuellement pour que ça se passe bien. Parce que souvent les choses se passent mal parce qu'à un moment donné, on prend un mauvais embranchement. C'est comme quand on va sur l'autoroute. On sait qu'on peut avoir des ennuis, qu'on peut avoir des embouteillages, qu'on peut avoir des pannes. Bon. Mais si on prend l'autoroute en sens inverse, eh bien c'est juste une catastrophe tout de suite. Donc c'est très important le choix qu'on fait d'une action ou d'une autre action. Et cette maladie nous apprend autre chose d'extrêmement intéressant, c'est que tout ce qu'on fait est hyper important. Il n'y a rien qui est banal, il n'y a rien qui est de la routine, il n'y a rien qui est juste une action sans conséquence. Tout a des conséquences absolument énormes, dans un sens ou dans l'autre. Le malade y perçoit toutes ces choses-là, même s'il n'est pas capable de les expliquer, certainement pas, ni même de les dire, mais il va capter tout de suite si quelqu'un qui l'approche est bienveillant ou pas bienveillant, si quelqu'un qui l'approche est fâché ou en colère. Tout de suite, il va capter si on le méprise, comment on le considère, tout de suite, tout de suite. Il va y réagir avec son cœur, avec ses émotions.
ça peut nous renvoyer que nous aussi, on peut devenir des experts en sensibilité. Il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. En plus, on a encore tous nos moyens de réflexion. On peut réfléchir. Donc, ce livre est un approfondissement de qu'est-ce que c'est la bienveillance. Réellement, qu'est-ce que c'est, comment on y arrive. Et c'est simple, mais c'est pas facile, déjà, c'est ça, hein. Et ensuite, la bienveillance, à partir du moment où on a compris comment ça fonctionne, personne ne vous empêche de l'exercer vis-à-vis de tous les gens qui vous approchent. Actuellement, c'est mon but dans la vie.